Allô, allô, est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Super. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre session de ce soir. Comme vous le savez très bien, nous sommes en train de suivre donc, un parcours unique dans le cadre donc, de renforcement de nos propres capacités en tant qu'ambassadeurs de la santé pour pouvoir impacter donc, la vie des gens dans nos familles et autour de nous et dans nos communautés, sachant très bien que la formation que nous suivons ici va pour notre bien-être d'abord, avant d'être pour la communauté dans laquelle nous vivons. Donc, je vous remercie une fois encore donc, de votre présence et de votre fidélité à ce programme, bien évidemment, sachant très bien que vous avez des agendas souvent très chargés, mais que vous devez aussi donc aménager donc le temps pour pouvoir participer à cette formation. Je tiens sincèrement à vous en remercier et ça prouve combien vous éprouvez de l'intérêt pour ce programme et combien ça vous tient à cœur de pouvoir vous responsabiliser vous-même pour votre propre santé, la santé de vos communautés. Comme vous le savez ce soir, nous avons un nouveau expert ou un facilitateur qui va donc nous accompagner durant les 3 prochaines sessions, y compris celle d'aujourd'hui. Donc, sur les questions d'auto-évaluation de la santé et sur l'établissement donc d'un plan d'amélioration de sa santé personnelle ou de son bien-être. Donc, à ce sujet, nous allons donc accueillir Monsieur Bernard Achou, qui, au-delà d'être un ancien collègue à moi, aujourd'hui travaille avec beaucoup d'organisations de la société civile. Il intervient sur la plupart des chaînes de télévision qui sont à Lomé, ainsi que sur les antennes radio. Il aura l'opportunité de se présenter lui-même, parce qu'il n'y a personne pour nous présenter mieux que nous-mêmes. Donc, c'est ce que je pense, et je pense que c'est le cas pour lui aussi. Et donc, je vais lui laisser très rapidement la parole pour que, sans plus tarder, nous puissions donc démarrer la session de ce soir. Je salue au passage, cher ami Ali Ibrahim, je salue Matinou Mama, je salue M. Namissi qui se connecte maintenant, je salue Madame Esther Degnon, M. Welete, moi aussi, merci pour le travail que vous faites donc dans le groupe, en relançant donc les participants, en partageant des trucs et astuces pour se maintenir en bonne santé. Et M. Lambaté aussi, bien évidemment, et à tous ceux qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre pour donc, notre propre littératie en santé d'abord et pour notre bien-être. Alors, Monsieur Achou, je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue à cette session. Vous pouvez donc allumer votre caméra pour permettre donc aux participants de faire votre connaissance pendant que vous faites la présentation et tout. Merci. Okay. C'est bon? On peut aller? Allô? Vous me saisissez? Je t'ai saisi 5 sur 5, oui. Ok, Oui, d'accord. vous pouvez aller. Ok, d'accord. Et bonsoir à nos futurs ambassadeurs de la santé. Et bonsoir, chers collègues. Juste. Bonsoir à tous les facilitateurs de cette édition de formation des ambassadeurs de la santé. Je me nomme Bernard Achou, spécialiste en santé mentale, expert en soins palliatifs, en même temps formateur. J'ai aussi un bagage en santé publique dans le système de gouvernance des services de santé. Voilà, comme mon collègue a su bien le dire, j'évolue beaucoup plus dans la santé préventive. Donc, j'ai cette bénédiction d'animer beaucoup d'émissions sur les chaînes Niwa TV, SOS Docteur TV, Radio Zephyr, Radio Chaojo,
et pour ne citer que cela. Et je travaille aussi bien avec beaucoup d'organisations de la société civile, les ONG comme associations, tout cela pour aider la population à retrouver quand même autant soit peu les sourires et guérir aussi le cœur blessé. J'accompagne aussi un orphelinat qui se trouve à Ngwepe, dont nous disposons 1289 enfants à ce jour que nous prenons à charge. Donc, c'est beaucoup d'actions dans le domaine de la santé préventive. Et donc, c'est tout un honneur pour moi aussi de faire partie de l'équipe des facilitateurs pour apporter un petit plus à nos futurs ambassadeurs. La connaissance, c'est un baobab. La connaissance, elle est grande. Donc, ensemble ici, j'aurai à apprendre de ces futurs ambassadeurs. Ils auront à gagner de nous aussi. Et je pense que cette séance ou que les séances à venir soient des séances interactives et où ensemble nous aurons à gagner. Et merci beaucoup. Voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup, cher Achou. Comme on a eu à discuter en début de journée, toi et moi, par rapport à l'animation de ce module, je me suis permis, certainement que je ne t'ai pas fait signe avant, mais je suis sûr que tu as vu un peu les questions que j'ai balancées dans le groupe pour permettre aux gens de pouvoir se préparer un tout petit peu par rapport à la session de ce soir. Donc, sans plus tarder, je te redonne la parole pour que, bien évidemment, tu puisses démarrer l'animation de ce module. Donc, je mets ça en diaporama. Ouais. D'accord, merci. À toi, cher Achou, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Notre grande thématique que nous allons retrouver sur ces 3 jours, c'est la thématique portant sur l'auto-évaluation de l'état de santé et conception d'un plan de santé personnel que nous allons subdiviser en 3 sections. Donc aujourd'hui, nous aurons l'honneur de présenter la première section qui est faite de plusieurs objectifs. Donc tout de suite, je demanderai qu'on passe à ces différents objectifs en commençant d'abord par la définition de l'auto-évaluation de la santé. Et bien entendu, je voudrais demander au public ici présent, à nos futurs ambassadeurs, et ayant eu déjà la chance d'avoir un certain nombre de questions avant l'heure actuelle, je voudrais leur demander ici présent de nous dire, de nous donner leur point de vue par rapport à cette thématique. Quand on parle d'auto-évaluation, c'est une enquête que je suis en train de mener comme ça. Je voudrais voir à leur niveau, quand on parle d'auto-évaluation de la santé, quelle est l'idée qui leur vient tout de suite? Tous les participants peuvent réagir, donc je suis à l'écoute. D'accord. Bonsoir, professeur. Bonsoir, cher ami. Ok, selon moi, l'auto-évaluation, c'est le fait de s'observer soi-même pour faire le point sur son état physique, mental ou émotionnel. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un autre participant, un autre intervenant. Bon. S'il y a plus de réactions, je pense que nous allons passer à la définition. Ici, nous dirons l'auto-évaluation de la santé est le fait de prendre conscience de son état de santé physique, mentale et émotionnelle à un moment donné. Donc, notre frère l'a bien résumé et il a bien donné.
Mais dans cette définition, nous retrouvons vraiment d'autres thèmes qui méritent d'être discutés, qui méritent d'avoir des explications pour qu'ici, vous puissiez mieux comprendre. Et c'est un peu profond, ces expressions. Quand on parle de l'évaluation de la santé, l'auto-évaluation de la santé, donc autrement dit, nous devenons nous-mêmes à quelque part le médecin. Nous devenons à quelque part notre propre soignant et nous devons prendre conscience d'un certain nombre d'éléments partant de l'état physique. Quand on parle de l'état physique, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de la santé mentale, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de la santé émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Donc, le physique, bien entendu, c'est notre corps et nous devons nous apprécier. Nous devons avoir une observation sur notre personne, sur notre corps, le physique, et nous écouter le corps par rapport à ces différentes réactions. Voilà. Quand j'ai mal à la tête, je dois savoir. Quand j'ai mal au ventre, c'est une réaction de l'organisme. Quand j'ai mal à l'orteil, quand j'ai mal au bras, quand j'ai mal à tel lieu, ça, c'est mon corps. Quand je vais bien, je dois savoir. Donc, quand le physique ne va pas bien aussi, je dois me rendre compte rapidement. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'aspect physique. Quand nous allons au niveau de l'aspect mental, et c'est très profond. Ça peut paraître très anodin ici, juste quand on parle d'une évaluation mentale. Et je voudrais demander encore au public ici présent de nous dire un peu à quoi cela peut consister. Quand on dit à quelqu'un d'évaluer son état de santé mentale, qu'est-ce que nos chers amis peuvent nous dire tout de suite? Je pense que des erreurs, on se corrige et on garde les bonnes valeurs. Donc, la séance étant pédagogique, je demanderai à chacun d'entre nous, à nos participants, de nous dire un peu, quand on parle de santé mentale, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça signifie, s'il vous plaît? Alors, cher Achou, il faut dire que parce que je suis en mode diaporama, je n'arrive pas à voir les réactions. Donc, tu pourras voir de ton côté et donner la parole à ceux qui lèvent la main. Ouais. Voilà. Celui qui a levé la main peut parler. Hein? Oui. Oui. Allez-y. Vous me recevez. Oui, 5 sur 5. Oui. Selon moi, l'état de santé mentale désigne le bien-être émotionnel, physiologique et social d'une personne. État de santé mentale. C'est-à-dire la manière de penser, la manière de gérer les stress, la manière de relation avec les autres, ou bien la prise de décision. La prise de décision. D'accord. OK. Ça, c'est juste la santé mentale, Oui. selon vous. OK. Oui. D'accord, c'est bien essayé. Et je vous remercie beaucoup. Une autre réaction? Bonsoir, cher formateur. Je voulais ajouter ceci. Bon, je crois que c'est tous les éléments réunis qui participent au bien-être psychologique. Bon, comme le cher ami l'a si bien dit premièrement. Donc, pour y ajouter, c'est tout ce qui a trait pour une bonne santé mentale, c'est-à-dire psychologique, quoi. OK. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu mieux et d'aller un peu plus à terre? Tout ce qui a trait. Ils sont trop académiques, tu veux dire quoi? Et quand il parle de tout ce qui a trait, et selon lui, qu'est-ce qui a trait à la santé mentale? Ok, d'accord. Bon, je peux dire par exemple, si par exemple
on prend conscience sur une maladie, par exemple. Si par exemple, il y a une épidémie qui frappe un pays, bien un continent, c'est-à-dire, premièrement, le fait d'approcher la maladie, bien le fait de, je sais pas comment expliquer ça, le fait d'embrasser l'épidémie, de le prendre psychologiquement, j'emploie encore le mot psychologie, c'est-à-dire le fait de penser à ça, c'est-à-dire la manière dont toi-même tu prends la maladie. Par exemple, si j'acquiers par exemple le paludisme, est-ce que je me dis, ah, ça c'est grave, est-ce que ça empiète sur l'état de santé? Si par exemple, si tu n'es pas fort mentalement, si tu as par exemple une maladie, tu n'es pas fort mentalement, par exemple, tu as le cancer, tu as peur, les gens aussi disent que ah, c'est la maladie là, etc., etc. C'est-à-dire, premièrement, ça agit sur le mental et là, c'est-à-dire, ça se déverse sur le corps. C'est un peu ce que je voulais ressortir par tout ce qui a trait, c'est-à-dire, ça a un lien par rapport à notre santé, au fait. Ok. J'ai très bien compris ce que tu voudrais exprimer. Tu voudrais parler du raisonnement et puis la force mentale pour pouvoir faire face à certaines difficultés. Exactement, formateur. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais essayer de donner une définition de la santé mentale. Bonsoir. Pour qu'on puisse appliquer. Ok. Et quand on parle de la santé mentale, selon l'OMS, c'est un état dans lequel une personne peut se réaliser. Nous parlons bien de la santé mentale, hein, mais regardez un peu la définition, le contexte. La définition que l'OMS nous donne. L'OMS nous dit que c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser. Une personne peut se réaliser. Un mécanicien, par exemple, qui va au service, il se réalise. L'élève qui va à l'école, il se réalise. Vous voyez, non? Le pilote, il se réalise en conduisant son avion. Le footballeur, il se réalise en jouant au football et il vit de ça. Donc, ça fait partie aussi de la définition d'une bonne santé mentale. Quelqu'un qui est en mesure de faire une activité. Il y a des individus aujourd'hui dans notre société qui ne veulent rien faire. Des fois, certains parmi ces personnes ne sont pas bien portants. Donc, si nous sommes en mesure de pouvoir faire quelque chose, ce soir, nous avions décidé de participer à cette mission et vous avez fait un programme, vous vous êtes organisé pour apprendre. Là, ça fait partie de la santé mentale. Donc, ça, c'est le fait d'arriver à se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie. Chaque jour que Dieu fait, il arrive que nous rencontrons des difficultés, des situations de joie ou des situations de tristesse. La façon dont nous arrivons à gérer cette situation, comme notre frère a si bien le dit, l'a dit tout de suite, parlant de l'exemple d'une maladie qui peut arriver, et la façon dont nous luttons face à cette maladie, nous acceptons cette maladie, comment nous puisons l'énergie de nous pour pouvoir dire non à cette maladie, elle ne va pas me détruire. Ces éléments-là, cette façon de réagir détermine si la personne est en bonne santé ou pas. Le fait d'accomplir un travail productif, par exemple, on te donne un travail à faire, on te donne un chantier tout de suite. On te donne un chantier de 5 millions à réaliser. Maintenant, toi, tu prends le chantier de 5 millions et tu ne termines pas le chantier et en plus, il y a des pertes. Ça ne va pas. Une maman qui va faire un prêt pour vouloir réaliser un commerce et après avoir contracté ce prêt et n'arrive pas à rembourser ce prêt-là et le commerce carrément connaît un échec. On doit réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas chez cette maman-là? Qu'est-ce qui ne va pas chez ce frère-là qui a son atelier, mais à chaque temps, il a des pertes? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un problème d'organisation, donc et c'est un problème de santé mentale aussi. Et contribuer au développement de la communauté. On doit être en mesure de contribuer au développement de la communauté. Ici, notre thème présent nous amène
à lutter pour pouvoir garantir une bonne santé pour nous-mêmes et pour nos poches. Donc, nous sommes en train de contribuer au développement de notre communauté. Donc, un peu définir ici la santé mentale. Cela n'a pas que trait à ce qui est maladie, mais c'est la façon de se comporter pour être bien dans la société. Est-ce que j'ai été un peu clair? J'ai été un peu long, mais est-ce que ça peut passer? Oui, c'est bien clair. Ok, je vous remercie. Et ça, c'est le côté mental. À part de ce côté mental, nous allons retrouver aussi le côté émotionnel. Plusieurs l'ont défini l'ont défini dans leur essai de proposition. La santé émotionnelle est la capacité à reconnaître ou à exprimer et à gérer ses émotions de manière saine. C'est ça la santé émotionnelle. La capacité à reconnaître, à comprendre, à exprimer et gérer ses émotions de manière saine. Donc, c'est tous ces éléments-là réunis si nous sommes en mesure de pouvoir gérer nos émotions, de pouvoir faire un travail dans la communauté, de pouvoir d'être en mesure de faire face aux difficultés, de pouvoir identifier que j'ai mal à la tête, de pouvoir identifier tout ce que nous venons de citer. C'est tous ces éléments-là que nous mettons ici dans l'auto-évaluation de la santé. Donc, en résumé, voilà la définition de l'auto-évaluation de la santé. Maintenant, quels sont les avantages? Qu'est-ce que cela nous permet de gagner? Aujourd'hui, si nous qui sommes ici, nous possédons cette définition de l'auto-évaluation de la santé, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que cela pourra nous permettre d'avoir de façon très palpable? Donc, cela nous permet de repérer précocement un problème, puisque nous nous connaissons mieux, même déjà au début de cette présentation. Le coordonnateur a dit que je suis moi-même la personne qui pourrait mieux me présenter. Donc, si j'ai un mal, je suis cette personne qui devait normalement mieux identifier mon mal, l'exprimer, l'extérioriser pour m'aider ou pour qu'on puisse m'aider. Donc, cela permet de repérer précocement un problème, ajuster ses habitudes de vie, savoir quand consulter un professionnel de la santé. Donc, nous allons donner ici quelques exemples simples. Et chaque matin, quand nous nous réveillons, nous devons être en mesure de nous poser un certain nombre de questions. Je me lève le matin dans ma chambre, c'est une forme de méditation. Je me pose la question, comment je me sens aujourd'hui? Dès le matin, je dois apprécier mon corps, mon physique tout entier. Je dois apprécier mon mental totalement et je dois voir le degré de mon humeur ou bien mon côté émotionnel avant de sortir de la chambre. Maintenant, quand je passe ma journée, je mène mes activités, on a des moments de pause. Même à midi, entre midi et 14 heures, c'est des moments de pause. À ce moment-là, je dois aussi m'apprécier, me reposer, essayer de voir comment évolue ma journée. Si je dois rebondir, me corriger un certain nombre de choses et avancer, je dois faire cela. Et au soir, après chaque journée, nous devons être en mesure de faire un petit bilan de notre journée. Un petit bilan de notre journée pour nous poser des questions sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce qui a fait que j'ai adopté telle émotion, ce qui a fait que je me suis énervé, ce qui a fait que j'ai été content. Je m'évalue, je fais un petit bilan de quelques 15 minutes de ma journée. C'est ça qui me permettra de bien relancer dans la seconde journée. Donc, l'évaluation chaque jour doit porter sur le côté mental, sur le côté émotionnel et sur le côté physique. Donc, cela doit être fait chaque jour. Si j'ai la paresse de faire ce programme chaque jour, hebdomadairement, je dois être en mesure de faire un bilan de ma semaine. Ou carrément, mensuellement, je dois être en mesure de toujours faire un bilan de ma semaine.
Donc, et nous devons noter et apprécier notre énergie, la qualité de notre sommeil et notre appétit et voir notre morale aussi. Tout cela, nous devons l'apprécier. Et cette petite rubrique-là se retrouve dans le côté mental, émotionnel et puis physique. Comment savoir mesurer quels les signes vitaux à la maison? Les futurs ambassadeurs que vous êtes chez vous à la maison, comment pourriez-vous mesurer les différents signes vitaux? Donc, nous allons, parlant des signes vitaux, nous allons parler de comment les mesurer. On parlera de la température corporelle. La température corporelle, en définition, est la chaleur produite par le corps humain. Elle reflète le bon fonctionnement des organes et des mécanismes internes. Il y a différentes valeurs qui permettent de définir la température d'une personne. Donc, la température, elle est normale quand elle se retrouve entre l'intervalle 36,5 et 37,5. Quand nous prenons notre température corporelle, nous prenons le thermomètre et que nous plaçons sous l'Excel, là, on pourra tout de suite identifier une température qui apparaît. Nous allons arriver aussi à comment mesurer cette température. Donc là, la température normale se retrouve entre 36,5 et 37,5. Elle varie selon l'âge. La température varie selon l'âge. Elle varie selon la journée. Elle varie selon l'activité physique ou le cycle menstruel chez la femme. Vous allez vous demander quels sont ces éléments qui peuvent donc agir sur la variation de notre température. Si je me réveille ce matin, pourquoi on peut dire que l'âge peut influencer sur ma température? Pourquoi la journée peut influencer sur ma température? Pourquoi l'activité physique peut influencer sur la température? Pourquoi le cycle menstruel chez la femme peut influencer la température? C'est des réalités, c'est par expérience et donc c'est avéré. Donc l'âge aussi est un facteur qui détermine aussi la température corporelle. Donc quand nous parlons ici de la journée, le matin, nous avons généralement des temps qui sont frais et à midi, nous avons des temps qui sont chauds et les soirs, c'est un peu aussi acceptable. Donc, à des moments de journée, nous sommes en mesure de porter des vestes. À des moments de journée, nous cherchons à enlever nos habits. Donc, tous ces éléments-là nous font accumuler de la chaleur dans notre corps. Et quand on essaie, par exemple, de se dévertir, d'enlever la veste, l'excès de chaleur-là est dissipé. Donc, l'aération de notre salle, l'environnement, l'aération de notre salle, ou bien la climatisation de la salle peut faire diminuer notre température corporelle ou bien soit l'augmenter. Donc, chez la femme précisément, le cycle menstruel, c'est un moment où, pendant que la femme est en menstruation, elle fait de petites fébricules. Autrement dit, sa température s'augmente légèrement. Et donc, si nous avons dans nos maisons nos sœurs, nos mamans, qui pendant leur période de menstruation ont leur température qui augmente, nous ne devons pas nous inquiéter, nous devons leur donner l'information tout de suite. Ah, ma fille, on leur pose la question, ma fille, ma soeur, maman, est-ce que vous êtes en période de menstruation? Si oui, on va observer les 5 jours passés et puis si ça persiste, on va chercher ailleurs. Mais si c'est pendant les 5 jours, on peut savoir que c'est une réaction normale de l'organisme parce que c'est des moments où il y a des notions chez la femme, des notions de bouffer des fois et c'est des variations du cycle qui créent tous ces changements-là. Jusque-là, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Oui, j'aimerais en même temps passer à une question. Mais comme si, par exemple, la situation dans laquelle, par exemple, dans le lieu dans lequel on se trouve, ça influence la température.
J'aimerais savoir si on doit considérer, par exemple, si on va dans une clinique qui a été climatisée, on prend la température, on doit augmenter un petit peu, bien, on doit considérer cet aspect aussi. Ok, c'est une très belle question. Une fois que nous nous retrouvons dans un environnement où, par exemple, il y a de la climatisation dans la salle et que la climatisation, le sujet est arrivé et on doit être en mesure de poser le diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel ne sera pas forcément lié tout de suite à cette fièvre que la personne a amenée. C'est-à-dire que la personne vient à l'hôpital avec une fièvre, on est d'accord. Il nous dit tout de suite elle a pris sa fièvre, la température à la maison, qui s'est retrouvée tout de suite, par exemple, à 39. Elle arrive à l'hôpital sous climatisation, on retrouve tout de suite une température qui revient à 37. C'est un exemple, n'est-ce pas? Oui, exactement, c'est très Voilà. important. Comment allons-nous faire maintenant pour être sûr que cette température, c'est une température qui a diminué sous l'effet de la climatisation ou si cette température-là, c'est normalisé? Donc, tout de suite là, et si cette température a changé, on doit être en mesure d'amener ce sujet-là en salle. Déjà, quand on amènera ce sujet-là sous la climatisation, par exemple, si c'est un paludisme qui dérange ce dernier, il y aura des réactions. On va noter des frictions, on peut noter par exemple des vomissements, d'autres signes associés à cette fièvre-là, qui peut-être arrivée à la clinique a chuté. Maintenant, on ne peut pas se baser uniquement sur cette fièvre-là qui a diminué pendant la clinique pour dire que non, il y a rien du tout, ou soit ajouter une valeur. Non, on ne peut pas ajouter une valeur à ce moment-là. Mais c'est les autres signes qui sont associés qui nous permettent de dire maintenant que cette personne-là, elle souffre d'un paludisme, elle souffre d'une fièvre typhoïde, elle souffre de tel. C'est ce que le patient nous dira. Parce que pour poser un diagnostic, c'est quelques éléments qui se sont déjà figurés quelques jours avant que la personne ne vienne, ou même dans la journée avant que la personne ne vienne. Et là, cette personne est mise en observation. Et pendant la période d'observation, on peut mettre cette personne au lit et recontrôler maintenant sa température. On lui fait quitter la zone là et maintenant on lui met dans une autre salle pour reprendre de nouveau sa température et on verra la différence. Il y a les salles d'observation qui nous permettent de pouvoir faire la nuance. J'ai essayé. Oui, exactement, c'est bon. Merci beaucoup, Porter. Merci beaucoup. OK. Là, nous retrouvons ici avec différentes températures toujours que nous pouvons retrouver après la prise des constantes et la prise de la température. On peut noter ici, c'est des valeurs sémiologiques, des expressions qui sont plus cliniques. On parle d'hypothermie. Quand on parle d'hypothermie, c'est une expression que nous utilisons, par exemple, cette expression, nous l'utilisons devant les patients ou les accompagnants pour que la personne ne déclenche pas un stress, que la personne ne déclenche pas une peur, que la personne ne déclenche pas une anxiété, que la personne ne déclenche pas un comportement qui va encore aggraver son état de santé. Je dirais tout de suite au coordonnateur que ce patient-là, il est en hypothermie. Il comprendra tout de suite que je viens de donner une valeur qui a trait à ce dernier. Mais le patient ne comprendra rien. Les parents ne comprendront rien. Donc, c'est des expressions que nous utilisons généralement pour pouvoir voiler, protéger le patient. Et donc, quand nous nous retrouvons devant une température de moins de 35 degrés Celsius, c'est un danger vital. Généralement, chez des patients en hospitalisation, des patients dans des états de coma, des patients qui sont presque en fin de vie, survient généralement ce type de température. Les températures inférieures à moins 35 degrés, c'est des températures qui nous interpellent à vite réagir pour pouvoir aider ces individus-là, ou bien ces patients, autant pour moi. Voilà. Donc, les températures qui sont en dessous de 35 degrés donnent une grande alerte à vite réagir pour pouvoir aider ces derniers. Et on l'a donné tout de suite, la normothermie, c'est des valeurs de référence normales pour dire que la personne est bien portante, la personne se porte bien. 36,5 et 37,5, c'est une température normale et qui dit que la personne
se porte à merveille. Là, on retrouve aussi une fièvre légère. La fièvre légère, avant d'arriver à une fièvre légère, nous retrouvons d'abord une fébrile. La fébrile, c'est la température qui part de 37,6 à 37,8. Quand nous plaçons le thermomètre, quand nous prenons le thermomètre à mercure, par exemple, on retrouvera une balle rouge. La barre rouge que nous retrouvons nous signale 37. Quand nous secouons bien le thermomètre et que nous plaçons sur les aisselles et que nous retirons, quand le mercure qui est noir dedans monte jusqu'à arriver au niveau de la barre 37, rouge, ça fait 37 et généralement nous ajoutons un 0,5 à cette température-là. Quand le mercure monte jusqu'à 37, qui est au niveau de la barre rouge, et que nous ajoutons les 0,5, ça nous dit que cette personne est bien portante. Maintenant, pour identifier une fébrile, c'est que la température se retrouve entre 37,6 et 37,8. On parlera d'une fébrile. Maintenant, quand nous avons une température qui se retrouve entre 37,6 et 38, on parlera d'une fièvre légère. La fièvre modérée, au contraire, se retrouve entre 38 degrés 1 à 39 degrés Celsius. La fièvre élevée va de 39 degrés 1 Celsius à 40 degrés Celsius. Et l'hyperthermie sévère, c'est les températures qui sont supérieures à 40 degrés, qui signalent une urgence vitale. Déjà, même toute température qui part de 39 degrés demande à réagir rapidement, à poser tout de suite des réactions pour pouvoir aider ce patient-là à pouvoir retrouver son équilibre par rapport à son système thermorégulateur. C'est très important. Donc, toutes les températures qui commencent par dépasser déjà à 37,8 nous demandent à poser un certain nombre d'actions pour pouvoir ramener cette température dans les limites de la normale. Donc, quels sont les outils de mesure de la température? On a le thermomètre électronique qu'on pourra mettre dans la bouche chez les enfants, le thermomètre électronique qu'on pourra mettre sous les aisselles chez les adultes, dans l'oreille, au niveau du front. Pendant les périodes de Covid, moi, vous l'avez vu dans plusieurs centres, nous avons eu l'opportunité de voir utiliser les thermomètres qu'on a eu électroniques, qu'on a eu à placer au niveau des fronts pour pouvoir prendre les températures. Donc, on a aussi les thermomètres à mercure, de moins en moins utilisés, parce que maintenant, nous sommes en train d'utiliser plus les thermomètres électroniques. Quand on prend la température, on prend la température en cas de malaise, de frisson, de maux de tête ou de fatigue. Donc, dès que nous commençons par ressentir ces symptômes, nous devons contrôler notre température. Maintenant, quand nous nous retrouvons dans un état où le sujet est en train de faire la fièvre, ou je suis en train de faire la fièvre, que dois-je faire? Je dois suffisamment boire beaucoup d'eau. C'est ce que nous mettons dans l'expression s'hydrater. S'hydrater, c'est un terme clinique, ça veut dire boire beaucoup d'eau. Donc, dès que je ressens que la température est en train d'augmenter, je dois me reposer. Je dois enlever mes habits. Quand, par exemple, j'ai porté des vestes au bureau et que je constate que ma température augmente, je dois enlever ma veste, je dois peut-être enlever mon manche longue et rester dans le sous-vêtement, fermer mon bureau, aérer la salle d'une manière pour pouvoir quand même diminuer cette chaleur. Quand c'est encore mieux à la maison, je donne vraiment une aération à ma chambre pour que l'air puisse rentrer, pour que la température puisse diminuer. On peut même aller jusqu'à prendre des bains chez les enfants. On parle d'enveloppement humide, même chez l'adulte, on pourra faire ça. On peut prendre une serviette qu'on mettra dans l'eau pour nettoyer cet enfant-là, ou une serviette qu'on prendra pour couvrir l'enfant. On mettra au front, sur tout le corps, ça permet de diminuer la fièvre. Maintenant, quand on essaie d'utiliser ces moyens et que la température persiste toujours à la maison, nous devons avoir chacun ou chacune dans nos domiciles au minimum du paracétamol pour pouvoir, c'est des kits de secours
qu'on doit avoir à la maison pour pouvoir gérer dans un premier temps la fièvre. Tous les enfants, pour nos enfants à la maison, nous devons avoir un kit dentalgique pour parler des produits qui peuvent d'abord, dans la nuit profonde, l'enfant faire la fièvre, il doit être en mesure de réduire cette fièvre-là chez cet enfant pour éviter que cet enfant fasse une crise en attendant qu'on se dépêche pour venir à l'hôpital. C'est pareil pour l'adulte aussi. Ici, quand nous parlons donc d'antipyrétiques ou d'antalgiques, c'est tous les médicaments que nous utilisons pour pouvoir chuter la fièvre. Donc, chez nous, à la maison, on peut, si on s'y connaît bien, utiliser le paracétamol et encore plus idéal, après avoir posé cette première action, nous dépêcher rapidement vers les centres de santé pour qu'on puisse vraiment poser le diagnostic et nous traiter. La température est un signe d'alerte. Il est important d'avoir un thermomètre à la maison. Comme je l'ai dit aussi, important d'avoir au minimum du paracétamol ou des solutions, des produits en liquide pour nos enfants à la maison pour pouvoir réduire dans les premiers moments la fièvre, les maux de tête avant de venir à l'hôpital. Donc, au-delà de toutes ces actions que nous aurons à poser, nous devons rapidement, au-delà de 3 jours, si la fièvre persiste, nous dépêcher vers les différents centres de santé. Donc, nous avons eu à parler de la température corporelle. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser avant qu'on passe au deuxième élément. Désolé, mais je vais encore poser une question par rapport à la température. Par exemple, si je prends mon exemple, je suis quelqu'un qui est tellement, je sais pas comment dire, la température, je suis très sensible à la température. Si par exemple, s'il y a une petite fraîcheur, je le sens tellement, je ne sais pas si c'est anormal ou bien je sais pas, juste pour une petite question personnelle, merci. OK. Tu voudrais savoir qu'est-ce qui fait que quand tu voudrais avoir de petites malaises et tout de suite, tu as la température qui augmente. Non, au fait, c'est dans le sens contraire. C'est-à-dire que si par exemple, s'il y a de petits foies, je le sens tellement. Et même chose, si par exemple, s'il y a de petites, si il veut avoir un peu de la chaleur, je le sens tellement, je transpire, je sais pas. Et dans le sens contraire, si j'ai par exemple foie, subitement, vous allez voir que j'ai de chair de poule, etc. C'est-à-dire c'est extrême, quoi. Si je me compare aux autres, c'est un peu extrême. Je sais pas si, qu'est-ce qui le cause bien, c'est une allergie, je sais pas trop. Tu parles de toi-même, n'est-ce pas? Oui, formateur, exactement. Oui. S'il te plaît, essaie de nous donner une illustration, un exemple vraiment clair que tu as vécu tout dernièrement. Donne-nous ce cas-là pour que je puisse mieux te répondre. D'accord. Si par exemple, je vais dans une chambre qui a de la climatisation, je vois Ok. par exemple ceux qui sont dans la climatisation, eux ne sentent pas la fraîcheur comme moi je le sens en fait. Les gens Oui. peuvent rester là-bas et travailler. Et là, subitement, moi, je commence par avoir de la chair à poudre. Et puis, c'est une fois extrême, en fait. Au lieu de rester comme les autres, ils travaillent. Moi, c'est-à-dire, c'est un peu différent par rapport à moi, quoi. Ok, C'est juste d'accord. un exemple. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Euh, c'est une observation que tu as eu à faire euh, sur un certain nombre de fois. Et ce n'est pas un seul jour où tu l'as constaté. Et ça commence par devenir peut-être une inquiétude pour toi. Ça commence par devenir une inquiétude pour toi. Non, ça ne doit pas être. En même temps que ça doit être une inquiétude, ça ne doit l'être pas. Parce que ça, c'est la réaction de ton organisme. Ton organisme, en ce moment, ne supporte pas cet excès de foi. C'est un message.
c'est la tolérance que ton organisme a devant cette situation-là. Et si tu ressens ce froid-là, tu te retrouves dans un public et ton droit doit plus primer quand tu te sens pas bien. Aujourd'hui, on doit arriver à ce degré de maturité, de prise de conscience, de respect d'autrui. Idéalement, si tu te retrouves dans une salle où il y a 10 personnes et que tu es la seule personne qui n'arrive pas à supporter ce froid, on doit essayer de trouver le juste milieu que tu pourras aussi supporter et qui ne va pas aussi embêter les autres. Mais le fait de garder silence, de ne pas arriver à pouvoir peut-être l'extérioriser et pouvoir l'encaisser jusqu'à la fin, c'est ça qui te donnera des malaises une fois chez toi. Mais le fait de te dépasser en pouvant dire, en disant, voilà, s'il vous plaît, réduisez la climatisation, éteignez-le, utilisez plutôt le ventilateur et tout le reste, cette maturité-là, on ne l'a pas encore. Donc, sinon, c'est ton droit, par exemple, de pouvoir l'extérioriser et pour qu'on puisse redire, c'est en même temps une solution que je suis en train de donner devant cette situation que tu traverses. Mais voilà que si c'est une continuité, c'est une répétition et que tu as du mal à tolérer le froid et ça commence par devenir une inquiétude pour toi, il y a les services plus adaptés, par exemple les services d'ORL. Il y a les services d'ORL, otorhinolaryngologie, ou bien les services de dermato, ou chez lesquels on pourra essayer d'évaluer, voir qu'est-ce qui se passe à ton niveau. Est-ce que c'est une allergie que tu fais par rapport à la climatisation? C'est une allergie que tu fais par rapport aux boissons fraîches? Est-ce que c'est une allergie que tu fais par rapport à l'alcool? C'est ça. Déjà, ton organisme te donne un message clair que voilà, ça, et tu ne supportes pas. Que ça, tu ne supportes pas et tu dois faire l'effort de respecter ça à ton niveau. Même si tu te retrouves dans un truc public, tu dois être en mesure de pouvoir communiquer avec ce public-là pour ne pas souffrir. C'est bon? Merci beaucoup, cher Bernard. Moi aussi, je voudrais très rapidement rebondir sur cette question pour dire qu'effectivement, Monsieur Caleb, vous n'êtes pas le seul dans la situation. Ne pensez pas que vous faites l'exception à la règle, parce qu'il y a pas mal de personnes, effectivement, qui n'arrivent pas à supporter la climatisation, donc vous n'êtes pas seul. Et de la même façon que tu n'arrives pas à supporter presque toutes les extrêmes, donc on va dire ça comme ça, que ce soit une température ou une climatisation très élevée, ou que ce soit la chaleur très forte ou la canicule, je vais dire par exemple, tu ressens ça extrêmement. Ça veut dire que ton organisme est très sensible et ressent les choses un peu exagérément. Donc, c'est au niveau des extrémités et du système de la thermorégulation. Donc, ton organisme, ou plutôt ton système de thermorégulation est très sensible. C'est ce qui fait que, effectivement, tu ressens de façon exagérée ces éléments-là. Donc, c'est une disposition génétique que je vais dire. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on modifie comme ça. Mais tu te rendras compte que quelqu'un qui a grandi dans un environnement comme au Togo, par exemple, quand on l'envoie en Russie, c'est presque l'assassiner. C'est presque ça. Donc, il faut le mettre dans les conditions pour lui permettre de pouvoir supporter la fraîcheur de la Russie. Donc, c'est la même chose, quoi. Donc, tu comprends un peu. Tu es habitué, ton organisme a été moulé dans un dispositif jusqu'à ce que tu grandisses. Et donc, aujourd'hui, quand tu quittes une température chaude et tu vas rapidement croiser une température froide, il y a ce choc qui se produit. Et ce qui fait qu'effectivement, ton organisme a été très habitué à une condition et quand tu rencontres l'autre condition, il essaie donc de se protéger ou de se défendre, ce qui fait que vous ressentez ça extrêmement. Vous n'êtes pas habitué avec. Et donc, vous allez prendre le temps et ça va venir quand vous me direz un jour que c'est vous qui occupez le grand poste là-bas et que chaque jour on doit mettre la clim et que vous êtes en costume. Quand les gens viendront devant vous en train de grelotter de froid, alors que vous-même vous vous sentez à l'aise dedans, vous allez vous dire, ben, j'étais à sa place hier. Voilà. Donc, bon, cher Béda, je te laisse la parole, on va poursuivre. OK. Merci beaucoup pour l'ajout. Et pour toujours continuer dans le même sens, et je dirais, des fois, ça peut être génétique, mais ça peut être aussi par de mauvaises habitudes. Parce qu'au fait, excusez-moi pour cette expression, généralement, nous avons du mal à utiliser ce que le blanc nous propose.
Oui. Ce que le blanc nous propose, nous faisons mauvais usage de cela. Et la climatisation a des principes. Il y a des techniques d'utilisation de la climatisation pour que cela ne devienne pas toxique ou bien nocif pour nous. Parce que nous n'avons pas de la climatisation chez chacun d'entre nous. Certains, oui, ont de la climatisation à la maison, mais pas après, nous sortons sous le soleil, nous rentrons dans des véhicules où il y a des climatisations ou pas, nous rentrons dans nos bureaux où il y a des climatisations ou pas. Donc, quand nous avons la chance de nous retrouver dans un environnement où il y a la climatisation, nous devons faire bon usage, de faire des recherches par rapport à la meilleure utilisation de la climatisation. Il y a des moments qu'on met la climatisation et il y a des moments où on doit avoir la température ambiante de la nature. Quand nous sommes en période de fraîcheur, est-ce qu'il faut mettre de la climatisation? Et comme nous sommes en période de la chaleur, est-ce qu'il faut mettre de la climatisation? Et à quel rythme utiliser cette climatisation-là? Est-ce qu'à chaque 1 heure, on utilise la climatisation, on l'éteint après, on réallume? Parce que, comme on l'a dit, il faut que notre organisme arrive à s'adapter. L'adaptation par rapport à cette variation, sinon on se crée du tort, on se fait assez de mal et on paye cher plus tard. Donc, nous devons vraiment faire attention, et pas plus qu'aujourd'hui même. Et il y a un collègue chez lequel j'étais parti chez lui au bureau. Il a mis la climatisation à fond. Il est sorti même du bureau et la climatisation était allumée. Il a dit, il pense faire du mal à qui? Peut-être il pense abuser, utiliser et tout le reste, mais il se fait du mal à lui-même. Parce qu'il va rentrer tout de suite à la maison, rentrer dans une chaleur, et ton organisme est en train de souffrir petit à petit sans qu'on le sache. C'est pareil pour les autres consommations que nous faisons, l'alcool et tout le reste. Donc, l'excès de toutes choses est nuisible. Donc, nous devons utiliser modérément et apprendre à respecter autrui pour qu'on puisse vraiment être en bonne santé. Et quand ça ne va pas, on doit aller vers les services plus indiqués pour pouvoir, puisque nous recevons plus la température ou bien le froid par les narines, par la bouche, les oreilles. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé tout de suite de l'otorhinolaryngologie. C'est ces services qui sont plus indiqués pour nous dire, voilà, pourquoi notre tête n'arrive pas à supporter. C'est d'abord la première partie qui prend tout ce que nous buvons, le chaud ou le froid. C'est plus là le niveau central. Donc, nous devons être en mesure d'aller vers ce service d'autorhinolaryngologie pour voir ce qui ne va pas ou carrément vers un service de dermato pour voir si nous faisons une allergie. Il y a des antihistaminiques, des produits qu'on peut nous donner qui peuvent nous permettre de pouvoir supporter pendant un moment. Je vais être dans une conférence, je vois que je ne supporte pas le foie. Il y a des médicaments, par exemple, je me tais de donner le nom du médicament, qu'on peut prendre avant de rentrer dans cette salle de climatisation. Je peux me permettre de porter des cache-nez pour pouvoir rester dans la salle. Ça, c'est moi-même. Je ne veux pas, je dois pas être là-bas pour vouloir faire plaisir à qui que ce soit, mais je dois plus penser à moi. C'est ma santé à moi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, chef formateur, et merci beaucoup aussi pour le modérateur, tout ce que j'ai ajouté. Ça fait plaisir. Merci. Merci aussi. Là, nous sommes au niveau de... nous voulons parler de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque est le nombre de battements du cœur par minute. Elle reflète le bon fonctionnement du cœur et peut varier selon l'effort, les émotions, l'âge ou l'état de santé. Donc, les autres valeurs au repos. Et chez l'adulte, la fréquence cardiaque se situe généralement entre 60 et 80 battements par minute. Chez le sportif, cette fréquence cardiaque est beaucoup plus basse. Elle se retrouve entre 40 et 60 battements par minute. Chez l'enfant, la fréquence cardiaque est située entre 70 et 120 battements par minute. Chez le nouveau-né, la fréquence cardiaque va de 120 à 160 battements par minute. Et je voudrais vous demander ici, qu'est-ce qui frappe un peu de votre attention ou bien qu'est-ce qui attire votre attention parmi ces 4 exemples, 4 valeurs-là chez le sportif
et l'adulte, l'enfant et le nouveau-né, qu'est-ce qui vous choque ou bien qu'est-ce qui vous attire un peu plus, attire plus votre attention? Là, ici, nous nous retrouvons tous entre des adultes. Notre fréquence normale doit être entre 60 et 80. Ceux parmi nous qui sont des sportifs, on dira que leur fréquence se retrouvera entre 40 et 60. Pour nos enfants, la fréquence doit se retrouver entre 70 et 120. Les nouveaux-nés, 120 et 160. Qu'est-ce qui attire votre attention? Bon, moi, je peux dire qu'au fur et à mesure que l'on vieillit, le battement de cœur diminue. Alors qu'on constate que chez les sportifs, c'est un peu anormal au fait. Voilà. Et merci beaucoup. C'est une très bonne réaction. Chez le sportif, c'est anormal. 40 et 60, c'est bizarre, n'est-ce pas? Oui, exactement, c'est Oui, bizarre. exactement, c'est bizarre. Au lieu que En fait, Voilà. voilà. Donc, nous allons Nous vous amener à comprendre un peu comprendre un peu le pourquoi le sportif pourquoi a le un sportif a ça cardiaque qui est plus faible qui est plus fait que chez toutes les autres toucher personnes. toutes les personnes. Voilà. Voilà. La fréquence La cardiaque fréquence chez cardiaque chez les sportifs les sportifs est faible est parce que leur cœur parce que leur est plus cœur entraîné est plus entraîné et plus efficace. et plus efficace. Et leur cœur pompe plus de sang quand ils font leurs activités. À chaque battement qu'ils courent, le cœur adopte ce rythme-là et pompe plus de sang. Donc, quand le cœur, maintenant, revient au repos, il ne fait plus beaucoup d'efforts parce que l'organisme de ce dernier a été habitué déjà à la rapidité. Et avec cet effort qu'il est en train de faire, ça fait que la façon dont le cœur bat et quand il court, c'est-à-dire c'est deux choses chez cette personne-là. On retrouve des moments où il accélère, il court, son cœur aussi fonctionne comme ça. Et maintenant, à des moments où nous tous on est assis, et aussi il vient rester à notre côté, son cœur et notre cœur ne peuvent pas répondre de la même façon. Donc, lui, il gagne plus. Il gagne plus que les personnes qui ne font pas du sport. Il est plus en prévention jusqu'à ce que sa fréquence cardiaque ne vienne augmenter jusqu'à 60 et 80. Et peut-être ça serait quand il sera vieux. Quand il sera vieux. Ici, l'adulte, c'est 60 et 80. Lui, chez lui, ça serait vraiment dans une situation de maladie ou d'état de santé grave. Donc, il est plus conseillé d'être sportif et d'avoir cette bonne fréquence cardiaque-là. Donc, ce n'est pas anormal, c'est plus idéal. Chez le nouveau-né, contrairement, leur cœur est petit. Donc, le cœur pompe moins de temps à chaque battement. à chaque battement. Puisqu'il est toujours au lit, il est toujours calme, le cœur n'est même pas encore mature. Donc, le sang qui vient chez le cœur au niveau du cœur est très petit. Donc, il faut que ce cœur batte très vite, vite pour pouvoir apporter un peu plus de sang et ce sang dans lequel il pourra retrouver de l'énergie et de l'oxygène pour pouvoir vivre. Donc, le cœur du nouveau-né doit beaucoup plus battre très rapidement pour pouvoir tenir. Donc, c'est ce qui explique cette variante-là, ou bien cette différence-là entre le cœur, la fréquence du nouveau-né et la fréquence du sportif. Vous avez compris? Oui, c'est bon, c'est clair. Ok, merci beaucoup. On peut avancer. D'accord. La fréquence cardiaque, comment mesurer son pouls?
Donc, on utilise les doigts. Et les doigts qu'on utilise pour mesurer la fréquence cardiaque sont l'index et le majeur. L'index et le majeur. Donc, on place, voilà, on place l'index et le majeur quand nous retrouvons le poignet. Il y a le poignet à quelque part. Le poignet, on a la main, le poignet et l'avant-bras. Donc, il y a la terre radiale ici. Et maintenant, on pense les deux mains là, les deux doigts là, sur cette artère-là. Allô, est-ce Et que je peux partager la vidéo là maintenant? nous allons essayer, oui, ensemble. Partagez, s'il vous plaît. Je ne sais pas trop si vous recevez l'audio ou pas. Est-ce que vous avez l'audio? Vous avez l'audio? Non, ça ne vient pas. D'accord. Oui. Il faut que je partage ça là. Voilà. Avec l'index et le majeur. On suit notre pouce. Je vais vous montrer comment prendre votre pouls de façon efficace. On commence avec l'index et le majeur. On suit notre pouce. Rendu au poignet, on tourne légèrement. Bien important de ne pas peser trop fort. Deuxième façon, on y va avec la petite pointe de triangle de la mâchoire et on descend légèrement. Encore là, très important de ne pas peser trop fort, sinon vous allez vous sentir très inconfortable. Je ne sais pas trop s'ils ont bien suivi ou je dois reprendre. J'espère que vous allez reprendre ça. Ok, donc on va y aller. Donc on va y aller. Je vais vous montrer comment prendre votre pouls de façon efficace. On commence avec l'index et le majeur. On suit notre pouce. Rendu au poignet, on tourne légèrement. Est-ce que vous faites la pratique maintenant ou pas? Oui. D'accord. D'accord. Vous appuyez Jusqu'à vous appuyez jusqu'à ce que vous appuyez jusqu'à ce que vous sentez le battement de la terre. de la terre. C'est bon? Il y a une veine, d'accord? Il y a une veine que nous appelons, nous disons généralement la veine. Il y a une veine qui se retrouve au niveau de l'avant-bras ou bien au niveau du poignet. Il y a un petit trou là-bas. Vous allez essayer d'appuyer au niveau du petit trou là. Le milieu, vous appuyez, vous allez retrouver une veine qui bat. C'est trouvé? Je vais vous montrer comment prendre votre pouls de façon efficace. On commence avec l'index et le majeur. On suit notre pouce. Rendu au poignet, on tourne légèrement. Bien important de ne pas peser trop fort. Deuxième façon, on y va avec la petite... Je vais vous montrer comment prendre votre pouls de façon efficace. On commence avec l'index et le majeur. On suit notre pouce. Rendu au poignet, on tourne légèrement. Bien important de ne pas peser trop fort. Deuxième façon, on y va avec... Alors, je me demande laquelle vous essayez de prendre maintenant. Est-ce que c'est la fréquence cardiaque au niveau du poignet ou c'est au niveau du cou que vous essayez de prendre? Sincèrement, La petite de mon pointe de côté là, je pense que le pouce c'est mieux hein, parce que je cherche le battement du poignet là, je ne trouve pas le battement. Moi, je trouve quand même pour le coup. Ok. Et Monsieur Caleb, et vous? Oui, c'est moi qui viens de parler. Ah, ok, Je vous d'accord. parle. D'accord.
Alors, qui a trouvé son pouls au niveau du poignet? Qui a pu trouver ça? Personne, hein? Oui, moi j'ai trouvé. Et vous avez trouvé au niveau du cou aussi? Oui, oui. Oui, Roberta? Oui, j'ai trouvé au niveau du cou et du poignet. Bon, d'accord, c'est clair. Et je pense que c'est normal aussi. C'est pas aussi facile, hein, la veine qui se retrouve au niveau du cou à l'identifier, mais si vous arrivez, c'est un grand exploit. Alors, félicitations. D'accord, une dernière fois alors. Je vais vous montrer comment prendre votre pouls de façon efficace. On commence avec l'index et le majeur. On suit notre pouce. Rendu au poignet, on tourne légèrement. Bien important de ne pas peser trop fort. Deuxième façon, on y va avec la petite pointe de triangle de la mâchoire et on descend légèrement. Encore là, très important de ne pas peser trop fort et on descend légèrement. Encore là, très important de ne pas peser trop fort, sinon vous allez vous sentir très inconfortable. Parfait. Donc, La vidéo donne la une bonne vidéo donne une bonne illustration et avec la et pratique avec la normale, pratique normale, c'est donc je pense qu'on pourra poursuivre. Oui. OK. Donc, une fois qu'on place l'index et le majeur sur les différents types d'artères, donc comme nous sommes en train de mesurer alors le pouls au niveau de l'artère carotide et au niveau du poignet, on parle de l'artère radiale. Donc, une fois que nous identifions cette artère-là, que ce soit l'artère radiale ou l'artère au niveau du carotide, nous allons essayer de compter les battements. Le battement, ça fait le battement, le nombre de fois que ça bat. Ça bat, on compte le nombre de fois que ça bat dans 15 secondes. On essaie de compter ce nombre de fois-là pendant 15 secondes ou pendant 30 secondes ou sur une minute. Maintenant, pour faciliter, parce que des fois, on peut se perdre au cours de l'attention ou bien de l'appréciation de ce battement. Pour ne pas trop durer dans le temps et faire des erreurs de calcul ou bien de décompte, on prend juste 15 secondes et on pose les deux doigts, l'index et le majeur sur cette artère-là et on compte le battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et pendant les 15 secondes, je peux retrouver soit 10, je peux retrouver 15 fois que l'artère a fait des soulèvements ou carrément 20 fois. Si je compte pendant 15 secondes le nombre de battements de l'artère qui revient peut-être à 20, je fais 20 fois 4. Si je compte 15 pendant 15 secondes, ça fait 15 fois 4 aussi. Est-ce que cette façon-là est plus pratique? Si cette façon-là n'est pas plus pratique, là, on va faire cet effort de compter plus. Qui nous a donné 15 secondes. On compte le battement, on identifie très bien l'artère. On prend le temps d'identifier très bien l'artère qui se bat régulièrement. Une fois qu'on note que cette artère-là se bat régulièrement, on l'a identifié, que cela ne se perd. Parce que des fois, on peut retrouver l'artère, mais on ressent des fois que ça ne bat plus. Des fois, on ressent que ça bat. Des fois, on recherche, ça ne bat plus. On doit être sûr d'avoir posé les deux doigts-là sur l'artère-là qui bat régulièrement. Une fois que ça bat régulièrement,
Maintenant, on peut déclencher la trotteuse. On parle de la trotteuse, c'est la montre à aiguille que nous attachons, que nous mettons à la main. Nous appelons ça trotteuse. Ou carrément, si c'est le portable, je lance le chronomètre de mon portable pendant 15 secondes en comptant. Au même moment que je compte, pendant ce même moment-là, je vois aussi le temps passé. Donc, ça nous permet d'avoir quand même notre fréquence et de nous situer par rapport à la qualité. Quand on surveille sa fréquence cardiaque, en cas de palpitation, essoufflement, vertige, quand je suis là et que je constate que j'ai de petites palpitations et des essoufflements, c'est de manque de respiration, je me sens un peu fatigué, je sens un peu la difficulté à respirer et les vertiges, j'ai l'impression que la terre tourne autour de moi, j'ai l'impression de voir du noir. Après un exercice physique ou pendant un stress, lors d'un stress ou angoisse, l'angoisse c'est quand on a peur de mourir ou en cas de maladie cardiaque connue, quelqu'un qui a la tension tout de suite, il peut essayer régulièrement de contrôler son pouls. Les anomalies à connaître. Quand j'essaie moi-même de prendre le pouls chez moi et je constate que je suis un adulte, mais que mon pouls est supérieur à 100 battements, là, devant des notions de stress, de fièvre, d'anxiété et de maladie, je dois rapidement aller à l'hôpital. J'ai le stress et je constate que mon poids est supérieur à 100, je dois savoir qu'il y a un problème. Je vois que ma fièvre, je prends la température qui est peut-être à 38 et j'essaie de contrôler mon pouls et je vois que le pouls est supérieur à 100, ça exprime qu'il y a une infection qui est cachée à quelque part. Je suis anxieux, je réfléchis par rapport à quelque chose et je vois que je prends mon pouls et je vois que le poids a augmenté, je dois agir urgemment. J'ai une maladie, le paludisme par exemple, tout de suite, et puis je prends mon pouls, je constate que le pouls a augmenté, ça dépasse 100, je dois réagir le plus tôt possible. La bradycardie, c'est quand la fréquence cardiaque est en dessous de 60. Chez le sportif, nous l'avions tous dit ici, c'est la normale, donc il n'y a aucun souci. Donc, à part le sportif, toutes les autres personnes, les adultes, les vieux et tout le reste qui ont leur fréquence cardiaque qui est inférieure à 60, là, on pourra parler maintenant d'anormal. Et on doit surveiller régulièrement cette personne-là. La personne-là doit contrôler régulièrement sa fréquence cardiaque ou carrément aller à l'hôpital pour faire des bilans. Sama, tisale fu hamsume wala Allô? Oui, on peut continuer. Donc, sauf chez le sportif, les autres personnes qui ont une fréquence cardiaque qui est en dessous de 60, ces personnes-là doivent savoir que je dois contrôler plus régulièrement ma fréquence cardiaque. Si cela persiste, je dois aller à l'hôpital. Les irrégularités, les palpitations ou mouvements désordonnés sont des cas devant lesquels aussi on doit savoir que là, ma fréquence cardiaque n'est pas l'idéal. Merci. Maintenant, qu'allons-nous faire pour avoir un cœur en bonne santé? Conseil pour avoir un cœur en bonne santé. Donc, nous devons mener des activités physiques régulières, c'est-à-dire faire du sport, faire de la marche rapide. Pour ceux qui n'arrivent pas à courir, faire de la marche rapide. Je suis une personne, je vais au service et je reviens tardivement, peut-être à 18 heures. Après le manger, je peux décider prendre 30 minutes et marcher, aller sur un terrain proche de mon quartier et faire une marche rapide pendant 30 minutes. Même si c'est 5 tours de terrain ou bien de petits foulées, si c'est 2 tours de terrain que j'arrive à faire, je maintiens ce rythme-là peut-être 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine. Ça me permettra d'avoir une meilleure santé physique et que le cœur puisse aussi bien fonctionner.
Et nous devons manger équilibré. L'alimentation, c'est le premier médicament pour notre corps. Nous faisons l'effort de manger bien. Manger bien, ce n'est pas manger beaucoup. Manger bien, ce n'est pas manger 10 œufs, mais de manger équilibré. On peut quand même faire des recherches aujourd'hui sur le net pour voir quelle est la construction des aliments là dans lesquels nous pouvons retrouver quand même et l'ensemble des valeurs en calories pour nos besoins alimentaires de chaque jour. Donc, on pourra retrouver tout de suite ces différents types d'alimentation proposés que nous pourrons adapter par rapport à notre situation pour pouvoir aussi avoir dans nos domiciles pour manger équilibré. Et nous devons réduire autant soit peu le stress, éviter le tabac et dire non à l'alcool. Et nous dirons pourquoi arrêter l'alcool. Il arrive des fois que devant certaines situations, après certaines mauvaises expériences, on décide d'arrêter l'alcool. Ça peut arriver. Ou que moi-même, je fasse l'analyse que dans ma famille, voilà, l'alcool ne fait pas du bien, n'a pas fait du bien à mon papa qui a l'hypertension, qui a eu des complications parce qu'il prend l'alcool, parce qu'il prend la cigarette. Je dois même prendre conscience moi-même de dire non à la consommation de l'alcool pour éviter que ça devienne aussi un facteur chez moi, déclenchant chez moi. Donc, nous devons nous-mêmes copier les bonnes façons, les bonnes manières chez nos parents et pour pouvoir bien vivre dans notre communauté, bien vivre en famille. Si nous avons un papa qui a été alcoolique, nous ne devons pas devenir alcooliques. Est-ce que la prise de l'alcool lui a fait du bien dans sa vie? Sinon, je ne dois pas faire les mêmes erreurs. C'est la prise de conscience, c'est très important. Si j'ai un pote dans ma famille qui a eu à se donner vraiment à la consommation de la cigarette, je dois me poser la question, a-t-il gagné? S'il a gagné, il faut que je lui pose la question, comment il est arrivé avec sa consommation de la cigarette à gagner? Si les astuces sont bonnes, là, on copie. Si ce n'est pas bien, on laisse. Mais carrément, il faut qu'on évite de faire certaines erreurs parce qu'il y a chez certaines personnes, la première erreur devient fatale, ça devient une addiction, on n'arrive pas à s'en sortir. Les preuves, les expériences nous ont déjà fait savoir que le tabac, la drogue, l'alcool ne sont pas très bien pour la santé. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de vouloir oser, tenter pour voir ce qu'il y a dedans. Ça détruit le cœur, ça détruit le mental, ça détruit beaucoup d'organes nobles de notre organisme. Donc, nous devons faire des suivis médicaux réguliers sans antécédents. Et ça nous permettra aussi d'identifier, de voir comment notre cœur fonctionne. Nous sommes en Afrique, nous connaissons nos conditions, mais si nous faisons un peu l'effort, on peut décider quand même une fois dans l'année d'aller à l'hôpital pour faire un petit bilan pour notre cœur. Il y a l'ECG. L'ECG, c'est l'électrocardiogramme. C'est un bilan qui se fait à 5 000 dans certaines cliniques, à 6 000 dans d'autres cliniques, ou plus à 10 000 dans les cliniques. Donc, pour voir comment mon cœur fonctionne, je peux essayer de faire au moins une fois dans l'année ce bilan-là pour voir comment mon cœur fonctionne. Pas que ça, il y a de petits bilans qu'on peut essayer de faire. Le bilan, par exemple, rénal, qui nous permet de voir comment mon rein travaille. Et ce bilan-là ne coûte que 2 000 francs. L'urée et la créate, ça coûte 2 000 francs. Et ce bilan-là, ça sauve une vie. Ça sauve toutes des familles. Ce petit bilan que nous aurons réalisé à 2 000 francs, peut-être chaque 6 mois ou chaque année, nous évitera beaucoup de maladies. Aujourd'hui, nous attendons souvent parler de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique. Quand quelqu'un a atteint une insuffisance rénale aiguë, ce n'est pas en bas de 1 million que cette personne va dépenser pour récupérer son rein. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dialyse qui vient s'installer. On doit épurer son rein, on doit laver son rein, faire sortir le sang et faire sortir les déchets du sang. Donc, laver le rein carrément, et son rein, débarrasser son rein des déchets. Donc, une séance seule, ça va de l'ordre de 150 à 200 000. Contre une analyse que nous pouvons faire à 2 000 francs chaque 6 mois ou par an pour éviter cela. Et pour notre cœur, un seul bilan que nous pouvons réaliser à 10 000 nous permettra de savoir, oui, cette année tout entière, et mon cœur travaille bien et c'est prêt pour affronter encore la nouvelle année. Je peux faire le sport, je peux faire tel, voilà. Donc, les bilans là ne sont pas très coûteux, c'est des informations que nous vous en donnons comme ça
pour éviter la survenue plus tard de certaines maladies. Quand on a l'information, on n'a plus droit à l'erreur. Il y a les bilans hépatiques, par exemple, qui reviennent juste à 3 000 ou 5 000 au plus pour voir comment mon foie fonctionne. Quand je suis consommateur d'alcool, quand je prends du paracétamol beaucoup, quand je prends certains médicaments, certaines tisanes, tout le reste, nous sommes en Afrique, nous prenons beaucoup de plantes. Il est important qu'on puisse aussi vérifier comment l'état de notre foie est. Donc, au minimum, chaque 6 mois ou par an, nous devons faire l'effort de voir comment mon rein travaille. Ce bilan est à 2 000 francs. Mon foie travaille. Ce bilan au plus est à 5 000 francs. Mon cœur travaille. Ce bilan au plus à 10 000 francs. Donc, avec une moyenne de 20 000, j'aurai à voir aussi comment ma glycémie, la norme de ma glycémie est par rapport à l'alimentation. Donc, avec un minimum de 20 000 francs, si je m'organise bien, d'ici la fin de l'année, je peux mettre ça de côté pour dire je veux faire moi-même mon propre bilan pour éviter d'aller me traiter après. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, le troisième élément est l'indice de masse corporelle. L'IMC est un outil utilisé pour évaluer la corpulence d'une personne à partir de son poids et de sa taille. C'est cette variante-là qui nous permet de savoir si cette personne-là, on peut l'appeler une personne qui est mince, une personne qui est chétive, et une personne qui est grosse, une personne qui est normale. Qui on peut appeler normale, qui on peut appeler grosse, qui on peut appeler mince. Donc, c'est cet élément-là qui nous permet de faire ce calcul-là. On ne peut pas traiter tout le monde d'éléments. Il y a certaines personnes qui ont des formes que nous voyons, mais qu'on ne peut pas classer parmi des gros, mais on les appelle des gros. Donc, ce calcul-là nous permet de savoir qui on peut appeler gros et qui on peut appeler mince, qui on peut appeler normal. Donc, nous allons chacun de nous essayer de peser notre poids. On pèse d'abord notre poids. Maintenant, on mesure notre taille. Maintenant, nous prenons notre poids à part. Nous allons prendre notre taille aussi à part. Maintenant, on fait la taille fois 2. On calcule ça, on met de côté. Maintenant, on va prendre le poids qu'on va diviser par la taille. On prend le poids et on divise par la taille. Donc, chacun pourra faire ce exercice chez lui. Et puis, il y a les normes qui sont là, qui nous permettent de nous situer pour nous dire, moi, vous, mon proche, mon parent, est-il gros, obèse, grosse, mince? Voilà. Donc, nous allons voir la catégorie. Oui, chez Bernard, à ce propos, dans la journée, j'ai déjà envoyé quelques éléments aux participants pour qu'ils puissent au moins prendre leur poids et leur taille avant de venir à cette session ce soir. Donc, c'est le moment pour eux de peut-être passer à l'exercice, sachant très bien que le poids ici doit être en kilogrammes et que la taille doit être en mètres carrés. Donc, quand vous prenez 175, ça fait 1,75 m. Donc, on dit indice de masse corporelle est égal au poids en kilogrammes sur la taille au carré. Donc, taille au carré veut tout simplement dire votre taille en mètres fois votre taille en mètres. C'est ce qui fait la taille au carré. Et donc, c'est ce qui donne le résultat qui est là. Donc, chacun peut effectuer ce calcul-là maintenant, si possible. Mais sinon, on peut évoluer. Chacun pourra le faire après aussi. Donc, voilà, selon les différents calculs que vous aurez à faire, et on retrouvera ici les interprétations. Donc, aujourd'hui, vous commencez par devenir des ambassadeurs. Vous pouvez vous-même déjà vous attribuer votre qualité. Si on peut me classer parmi les personnes minces, les personnes dénutries, les personnes qu'on peut appeler corpulents, et les personnes qu'on peut appeler en surpoids, les personnes obèses, et tout le reste, voilà la classification qui est là, qui nous permet d'identifier où nous nous retrouvons. Maintenant, quand il s'agit d'une nutrition, donc, on doit faire une prise en charge. Je prends tout de suite mon poids et puis je divise par la taille. Je vois que je suis que M. Yobi est à 1,75. 1,75.
le 1,115 super, c'est quelle valeur? Vous avez déjà, ça c'est la taille, n'est-ce pas? Oui, 1,15, c'est la taille, le poids 60. Vous allez calculer 60 divisé par Euh, 1,2. Ça donne 19,59. 19,59. Donc, vous avez Et une corpulence normale. La question, c'est de... Voilà. La question, c'est de savoir si M. Yobi se retrouve dans ces mesures qui sont sur l'écran ou pas. Donc, ce sont des intervalles qui sont proposés et qui vous permettent donc de vous positionner par rapport aux résultats que vous avez après votre propre calcul d'indice de masse corporelle. C'est bon? Monsieur Yobi, est-ce que vous vous retrouvez? oui. OK. Donc, Dans quelle valeur vous vous retrouvez? moi, je suis en corpulence normale, ça. Exactement, parce que votre valeur se trouve à 19,5, vous avez dit. Oui, c'est entre 18,5 et 24,900. C'est ça. Je pense qu'on peut évoluer, Bernard. Oui, on peut évoluer. D'accord. Je pensais que d'autres personnes ont aussi fait le calcul pour pouvoir nous dire quel est... Ah oui, pour moi, c'est 23. 23, c'est aussi normal. Monsieur Ameni nous n'est pas connecté aujourd'hui, c'est ça? Non, Jody n'est pas connecté, c'est pourquoi c'est un peu calme comme ça. Ça, c'est vrai. Il est un peu... D'accord, super. Ok, je pense qu'on va évoluer. Chacun pourra calculer. Après, on va vous envoyer le support aussi. J'ai le support chez moi, j'ai le support du premier module que je dois partager avec vous. J'attends de les organiser ensemble et de vous les envoyer en fait. Donc, maintenant, je peux évoluer. Allô? Alors, oui, on peut évoluer. D'accord. OK. L'indice de masse corporelle, les limites de l'indice de masse corporelle. Autrement dit, nous avons eu, dans quel cas on peut ne pas prendre, on ne pourra pas prendre, ou bien on ne pourra pas bien donner notre indice ou bien l'indice de quelqu'un. L'indice de masse corporelle ne tient pas compte de la masse musculaire. Ne remplace pas une évaluation médicale complète. Moins adapté pour les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Vous avez vu un peu, ça c'est les limites. Les limites, dans ces cas-là, les valeurs sont un peu... c'est à prendre vraiment avec beaucoup de pincettes parce que la femme enceinte, elle a déjà un autre corps qu'elle supporte. Donc, et ça va forcément, ça ne sera pas vraiment une valeur réelle. La personne âgée, c'est une personne qui est du troisième âge. Cette personne-là, peut-être, la personne-là, a déjà sa poiture qui est courbée. Donc, ça va poser un peu de mal vraiment à retrouver sa taille normale. Les enfants, c'est pareil aussi chez les enfants. Donc, c'est ça qui nous fait parler de limite de l'IMC. Pourquoi allons-nous surveiller notre IMC? Ça nous permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, c'est les maladies liées au cœur, la tension et
et les cardiopathies et tout le reste. Le diabète, voilà. L'indicateur utile pour le suivi nutritionnel. Ça aide à adopter un mode de vie plus sain. Donc, c'est des éléments qui nous amènent maintenant à revoir notre alimentation. Et nous l'avions dit, il y a une tranche ou bien un indice qui nous a permis de retrouver une catégorie de personnes qu'on peut appeler des personnes dénutries. Donc, une fois qu'on fait ce calcul-là, qu'on nous retrouvons dans cette tranche-là, là, nous devons revoir très vite notre alimentation pour quand même venir un peu mieux dans la normale. Ça aide à adopter un mode de vie plus sain. Voilà, les personnes qui aujourd'hui auront fait leur calcul et se retrouveront, par exemple, dans les personnes qu'on peut qualifier de gros, obésité sévère et tout le reste. Ces personnes doivent commencer déjà par faire des exercices physiques, mettre en place tout le système qui leur permettra de revenir dans la corpulence normale. Merci. Donc, l'indice de masse corporelle est un outil simple pour la santé pondérale. Il doit être mesuré avec discernement en complément d'autres données comme la circonférence abdominale. C'est la circonférence abdominale, nous prenons ça toujours avec un mètre ruban qui nous permet de mesurer la circonférence abdominale, l'alimentation et puis l'activité physique. OK. Nous allons passer à une autre rubrique de ce soir, de cette première section, et qui va concerner, qui va nous amener à parler des signes du stress, de l'anxiété ou de la dépression. Avant d'aborder cette dernière partie de la session d'aujourd'hui, je laisse le micro aux participants, aux futurs ambassadeurs de nous dire un peu s'il y a des questions sur l'IMC, le pouls ou bien la température. S'il n'y a pas de questions, là, nous allons évoluer. Apparemment, il n'y a pas de questions. On va évoluer. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui rencontrent des difficultés de connexion ce soir surtout. Mais comme la session est enregistrée, on va pouvoir partager avec eux. Ouais. OK, merci. Oui, on évolue donc. OK. Donc, comment reconnaître les signes de stress, d'anxiété et de dépression? Là, comment on a eu à procéder au tout début, et je demanderai à nos différents participants de nous dire ici un peu leur appréhension ou bien leur perception quand on parle de stress, d'anxiété ou de dépression. Qu'est-ce que cela signifie chez eux? Vous avez le micro. C'est quoi le stress? C'est quoi le stress? C'est quoi la dépression? La dépression. La parole est à qui veut. Ok, moi, je peux dire. Monsieur Ouelete, vous pouvez arrêter votre micro. D'accord. Oui. Oui. D'accord, maintenant c'est bon. Je peux dire que le stress, par exemple, bon, dans mon cas pratique, je crois que ça arrive souvent lorsque on a un examen à passer, et bon, et surtout si tu n'as pas appris aussi là, tu es un peu stressé, tu ne sais pas quoi écrire sur la feuille, tout. Et aussi, des fois, si tu veux participer bien sûr, rencontrer quelqu'un de haut placé, tu te dis est-ce que tu es à la hauteur de ce que tu vas aller dire. Soit comme ça, tu vas lui dire quoi là-bas, etc.
tu sens quelque chose de, je sais pas, une atmosphère d'inconfiance, je crois, si je puis de permettre de le dire ici. Et tu n'as pas confiance totale en toi, donc ce qui donne un petit stress par rapport à l'anxiété. Je n'ai pas de truc là à dire, sincèrement, et de la dépression aussi. Donc, j'ai touché seulement le doigt du stress. J'ai apporté mon apport. Je sais pas si c'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est bien essayé. Tu comprends vraiment ce que c'est et avec un bon exemple donné aussi. Et donc, si nous pouvons être académiques, nous dirons que le stress, c'est une réaction normale, c'est une réaction normale de l'organisme face à une pression ou à un défi. Donc, tout de suite, tu as eu à parler de l'examen, c'est normal. Et tous les élèves qui, pendant les périodes de BPC, les examens de BPC, stressent avant de rentrer en salle. Pas tous forcément, mais la plupart stressent avant d'entrer en salle. Et avant la période de probatoire, on stresse avant d'entrer en salle. À la période de bac, pareil, tous les examens. Au moment de la proclamation des résultats aussi, c'est pareil. Et si je dois réussir, tout le reste, le jour de la proclamation, on a du stress. Voilà, c'est cela qu'on appelle stress. C'est des réactions qui sont ponctuelles, qui se passent en même temps devant une situation. Voilà, c'est ça qu'on appelle stress. Est-ce que le stress peut avoir un effet positif? Est-ce que quelqu'un parmi vous a un effet positif du stress et qui peut partager avec nous? Bon, pas tellement. Je peux dire, par exemple, tu veux faire quelque chose comme tu peux aller brûler. Tu peux aller brûler. Et c'est une bonne chose de. Allez-y, monsieur Yoro, vous pouvez parler. Monsieur Ouelete, vous devez suivre votre micro parce que c'est ça qui entraîne des interférences quand les autres prennent la parole, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Yovo, à vous la parole. Ah, ok, d'accord. Je disais que, bon, du côté pouce. Allô? Nous avons perdu monsieur Yovo. Ok. Je ne sais pas, mais tu peux évoluer, Bernard. Je pense qu'on peut évoluer parce qu'il ne nous reste D'accord. plus que 12 minutes. Oui. D'accord. Donc, on peut quand même noter un côté positif du stress. Le stress nous motive, hein. Le stress nous motive, par exemple, à mieux apprendre, à être beaucoup plus efficace, à vite aller, à vite faire les choses. Vous voyez, non, il y a quand même un côté positif du stress. Ça nous motive. Le stress nous motive à vite faire certaines choses. Voilà. Donc, au niveau des effets négatifs, on parlera des tensions, de la fatigue qu'on peut ressentir. Maintenant, quant à l'anxiété, c'est un sentiment de peur, d'inquiétude persistant, sans raison valable, quoi. Donc, l'anxiété, c'est par exemple, j'ai fini l'examen de bac et avant la proclamation des résultats, tous les jours qui passent, je suis là dans la chambre, je retourne dans la classe, je suis à la maison, hein, mais je retourne dans la classe d'examen pour voir est-ce que j'ai fait la question numéro 1, j'ai fait la question numéro 2, et est-ce que j'aurai quelle moyenne, et j'aurai tel. Et toute la période avant la proclamation des résultats, je suis anxieux. Donc, c'est un cas pratique d'anxiété. Avant la proclamation de l'anxiété,
avant la proclamation, autant pour moi de l'examen, je suis anxieux. Avant l'examen, on retrouve un stress. Après l'examen, pendant la période de correction, tout le reste, on retrouve l'anxiété. Et maintenant, si cette anxiété-là, arrivé à un moment donné, je me donne confiance, je me dis, voilà, j'ai bien travaillé, vous allez voir que ça va disparaître. Mais à partir du moment que je reviens encore avec, je me dis que là, je n'ai pas bien, je retourne dans mon anxiété. Maintenant, le jour de la proclamation des résultats, le stress devient encore intense. Donc, le stress, c'est une peur qui est dans la tête, sans objet. C'est nous-mêmes qui réfléchissons, c'est nous-mêmes qui faisons des imaginations, et cela qui fait que nous sommes plus libres dans notre peau. Donc, c'est ça qu'on appelle anxiété. Et ça peut s'accompagner d'autres perturbations au niveau physique ou psychologique. On peut retrouver des palpitations, des tensions musculaires, l'irritabilité, des troubles du sommeil au niveau du stress. Au niveau de l'anxiété, une inquiétude permanente, la peur irraisonnée, sensation d'étouffement. Ça, c'est les définitions. Maintenant, 70% des consultations médicales sont liées au stress. Et une personne sur 5 en souffre dans sa vie. On veut parler de l'anxiété, ça. Donc, je pense que nous avions bien compris la nuance ou bien la différence entre le stress et l'anxiété. Le stress est ponctuel. C'est une réaction normale de l'organisme face à une pression ou un défi. Tout de suite. Mais l'anxiété prend plus de temps. Voilà. Donc, reconnaître les signes de dépression. La dépression, nous en parlons souvent et beaucoup de personnes disent que toutes les personnes, pour le commun des mortels, toutes les personnes qui sont dans la rue, ceux que nous appelons dans le langage, le jargon, les fous, cette expression qui n'est pas acceptée chez nous, on parle plutôt des personnes vivant avec des troubles mentaux ou bien des personnes en situation de vulnérabilité. Nous tous, nous avons au niveau des stress. Il y a des dépressions légères et des dépressions modérées à sévères. Maintenant, comment allons-nous identifier la dépression? Quels sont les signes qui peuvent nous permettre d'identifier une dépression? On retrouvera une tristesse persistante ou pathologique, la perte d'intérêt pour les activités habituelles, quelqu'un qui a l'habitude d'aller au service, à un moment donné, il ne veut plus rien faire, il reste à la maison. Quelqu'un qui sort d'habitude pour aller vendre, aller dans son marché, il décide de ne plus aller, il reste à la maison, il n'a plus l'envie de faire les mêmes choses qu'il a l'habitude de faire. Il ressent des fatigues qui sont extrêmes tout le jour, il dit qu'il est fatigué, il n'a jamais levé et tout le reste. Et les idées noires, c'est les idées de mort. Quelqu'un qui est à votre côté qui vous dit, je suis fatigué de la vie, je ne veux plus vivre, je suis fatigué de tout. Quelqu'un qui parle comme ça vous amène à vraiment lui porter un peu d'attention et aider cette personne à pouvoir vivre. Donc, elle constitue la troisième cause d'incapacité dans le monde. Et si rien n'est fait pour ces personnes qui ont des idées suicidaires, des idées noires, certaines personnes se suicident. Ça, c'est les complications ou bien les conséquences et qu'on on ne souhaite pas. Ce qui nous amène à faire cette sensibilisation, à faire ces formations-là qui vous permettront de pouvoir aider un proche, nous aider nous-mêmes à pouvoir vite sortir de la dépression. Donc, on peut en souffrir nous-mêmes. Quand nous-mêmes, par exemple, avec les signes que nous venons de citer, nous retrouvons ces signes à notre niveau, nous devons être en mesure de chercher à demander de l'aide. Et je dors de trop, la personne dort de trop toute la journée, elle ne fait que dormir. La personne, ou carrément, elle dort jusqu'à 2 heures du matin, c'est fini, elle ne dort plus, c'est parti pour demain matin. Quelqu'un qui, à notre côté, qui se plaint pour un type de sommeil comme ça, ce signe surtout est très fondamental pour la dépression. Quelqu'un qui dort jusqu'à 2 heures du matin et plus 0 jusqu'au lendemain, cette personne-là, la plupart, généralement, ces personnes-là font une dépression ou bien souffrent d'une maladie qui est un peu grave. Donc, si quelqu'un de nos proches venait à nous dire qu'il a un pareil trouble de sommeil,
il faut qu'on puisse amener cette personne rapidement à l'hôpital. Donc, elle est la troisième cause d'incapacité dans le monde. Voilà. Donc, si certains d'entre nous ont des témoignages à faire ici, je pense que vous pouvez faire des témoignages portant sur le stress, portant sur l'anxiété ou portant sur la dépression. Nous sommes à l'écoute. Une situation vécue sur la dépression, vous pouvez relater cela et ce que vous avez eu à faire. Oui, monsieur Oui, Caleb, apparemment, c'est oui. vous seul qui parlez aujourd'hui, quoi. Allez-y, monsieur Caleb. Ok, d'accord. Merci. Il semblait que j'étais un peu sorti en ligne. Bon, je veux donner l'exemple de, si par exemple, bon, le stress du côté positif, je disais que si par exemple, si tu veux voler une poule, tu veux faire quelque chose de mauvais, quoi. Et là, tu es stressé, tu dis, ah, est-ce qu'on va pas m'attraper? Là, peut-être que le stress a joué un bon rôle là-bas. Donc, je passe. Maintenant, je voulais savoir si est-ce que le stress, est-ce qu'on peut combattre le stress? Par exemple, à l'approche des examens, est-ce que tu peux vaincre le stress ou bien c'est quelque chose qui est naturel et qui est bien? Parce que arrivé à un moment donné, on se dit, ah, le stress là même, moi je vais arriver à vaincre ça. C'est si tu t'efforces toi-même, tu dis, ah, toi là, il faut quitter, je vais faire truc, mais si toi-même tu fais l'effort, mais est-ce que c'est possible d'éviter le stress? OK. C'est une très belle question qui rentre dans le traitement et, et faire cette présentation et ne pas parler du traitement et ne serait pas complète. Donc, je dirais en même temps que si j'arrive à identifier que j'ai eu une situation de stress, je dois apprendre je dois arriver à adopter des techniques de relaxation, des techniques qui me permettront d'être beaucoup plus posé, de faire des exercices de respiration. Il y a beaucoup d'exercices de respiration qu'on pourra partager avec vous plus tard. Respirer, inspirer profondément, expirer doucement. Ça nous permettra de retrouver notre équilibre et de pouvoir nous relancer. Faire des activités physiques, manger sainement, essayer d'échanger avec quelqu'un. Et dans les cas extrêmes, quand je vois que c'est des situations qui se présentent régulièrement, je peux chercher à avoir un psychologue, des spécialistes en santé mentale, des psychiatres ou euh, un personnel de la santé qui pourra me donner des techniques qui me permettront de pouvoir me passer. Des fois, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Il faut qu'on essaie d'amener cette personne-là à augmenter plus son estime, à augmenter plus sa confiance en soi, et puis c'est parfait. C'est dans les cas extrêmes que nous passerons maintenant à l'utilisation des médicaments pour pouvoir aider cette personne à être elle-même. Merci beaucoup. Super. Alors, d'autres réactions? Je voyais la main de M. Huilete. Monsieur Huilete, est-ce que vous voulez prendre la parole? Non, M. Yobi, oui. Monsieur Yobi, oui. Oui, merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier Monsieur Bernard, je pense, pour sa Oui, c'est bien. brillante présentation. Et je voulais venir par rapport à la dépression. Et vraiment, c'est un thème d'actualité et vraiment, ça me va droit au cœur. Parce que beaucoup vivent dans la dépression sans le savoir. Et comme vous l'avez dit dans votre présentation, je pense que c'est la première cause des suicides au monde actuellement. Et selon ce que vous avez, et moi, j'ai eu la chance, même avant cette formation, de suivre une formation sur les MNT, maladies non transmissibles. On nous a fait cas de la dépression aussi. Et après cette formation,
j'ai eu même à j'ai rencontré un cas de dépression comme ça. Et c'est la formation là qui m'a vraiment permis à découvrir que vraiment cette dernière vivait dans une dépression. Et je pense que cette formation vraiment va encore venir pour renforcer mes compétences dans ma prise en charge quotidienne de mes patients. Et par rapport à cette dernière, c'est quoi? Il s'est fait que quand elle reste comme ça, elle dit que l'autre est fatiguée de la vie. Son mari ne comprend rien. Que l'autre est fatiguée de la vie. Pourtant, son mari la voit comme c'est quelqu'un, elle est en bonne, puisqu'elle n'a aucun souci contre ça. Mais quand elle reste, donc son mari n'a pas pris ça au sérieux. Souvent, c'est au moment où elle a commencé à avoir c'est-à-dire, c'est comme elle-même, puisque les gens dépressifs, tu vas avoir un niveau arrivé, quand il arrive à un niveau, il commence, si tu lui suivais, tu vas voir, il commence à préparer même, il cherche le matériel avec quoi il va se suicider, peut-être ça peut être pendaison, ou bien il va prendre un produit, ou bien peut-être un couteau, un truc comme ça. Donc, il s'est fait elle paie les produits du marché de la rue. Quand elle amène, elle peut payer un produit comme c'est 2 plaquettes. Elle peut prendre même en 2 jours les 2 plaquettes. Donc, c'est dans ces cas, son mari l'a amené en consultation. Et il m'a raconté ça. Et j'ai essayé de parler à cette dernière un peu. Et à un moment, elle a commencé à se confier. Et honnêtement, maintenant, elle va mieux. Elle va beaucoup mieux. Et je pense que vraiment, je tiens à saluer cette formation. Et ça nous permettra vraiment, nous, les cliniciens et autres, de faire beaucoup attention pour sauver beaucoup de personnes qui vivent dans ces conditions. Merci beaucoup. Et bonne suite des formations à nous tous. Super. Merci beaucoup, Monsieur Yobi, pour ce témoignage et ces belles paroles à l'égard de ce programme de formation aussi qui se déroule. Je ne sais pas trop si finalement Monsieur Holete veut prendre la parole ou tout a été dit. Oui, merci. Merci pour la formation. Alors là, on ne vous entend. Oui, merci pour la formation. Quand j'ai vu le thème, la santé mentale, plus dépression et stress, ça m'a beaucoup plu parce que c'est dans ça que nous vivons aujourd'hui. Surtout, je vais aller côté amour, amitié, tout ça là. Il y a beaucoup de dépression là-bas. Voilà. Les gens font confiance à leurs amis et à leurs copines, mais du coup, après tout, c'est autre chose. Et les gens viennent chez nous en racontant ces genres de dépression. Moi-même, personnellement, je n'avais pas eu en tant que tel comme dépression, mais les gens viennent. Et bon, par rapport, si tu n'es pas fort mentalement, tu dois avoir forcément la dépression. Il faut te préparer psychologiquement. Si vous n'avez pas un mental fort, facilement, s'il y a des cas comme ça, vous pouvez avoir une dépression. Donc, j'exhorte tous qui sont ici à bien prendre soin de leur santé mentale et être bien éduqués dans la tête pour pouvoir s'en sortir par rapport à la dépression. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Monsieur Huelete, merci Monsieur Yobi, merci Monsieur Caleb, Roberta, vous toutes et tous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette session, que je trouve que moins de personnes y ont participé aujourd'hui. Je ne sais pas trop, comme le disait Monsieur Bougono dans le groupe WhatsApp, il y a pas mal de personnes qui rencontrent donc des difficultés pour pouvoir se connecter. N'oubliez pas, la session est donc enregistrée. Et je vais donc essayer de mettre ça sur YouTube et vous renvoyer le lien dans le groupe, histoire de vous permettre donc de pouvoir y retourner, y accéder et resuivre la section. Donc, je tiens donc à remercier M. Achoberna pour sa disponibilité et vraiment pour cette richesse
de partage d'expériences et de pratiques et de connaissances avec nous tous ici sur cette plateforme aujourd'hui particulièrement, parce que ce sont des interventions de consultants. Malheureusement, l'ANED n'a pas encore payé sa facture. Inch'Allah, peut-être pour les prochaines sessions, on aura de quoi vous acheter. Comme vous nous défendez de prendre la bière, donc de quoi vous acheter de l'eau, peut-être. Pour la prochaine fois, on va dire ça comme ça. Mais je vais dire que c'est toujours un plaisir, un réel plaisir pour moi de voir les intervenants qui passent dans ce parcours venir partager vraiment quelque chose de cœur à cœur avec les participants pour les conscientiser, pour éveiller leur conscience, pour les interpeller à s'engager réellement pour leur propre santé, la santé de leur famille, leur communauté et la santé de notre chère nation, le Togo, pour le moment et pourquoi pas pour le monde. Donc, je vous donne rendez-vous le vendredi prochain. Je vous invite, ne gardez pas le lien pour vous uniquement pour participer à cette session, mais dites ce que vous vivez dans cette session à ceux qui sont autour de vous. Donnez-leur le lien pour qu'ils puissent se connecter à nos sessions pour le partage, pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Donc, c'est très important pour moi que vous fassiez cet effort-là, de faire un tour aussi sur notre page Facebook, de liker les publications que nous faisons, surtout quand nous partageons les visuels pour ces interventions. Un petit pouce pour aider à plus de visibilité, des partages sur vos pages Facebook. Ce sont des choses qui vont aider d'autres personnes à savoir qu'il y a une initiative comme telle qui existe et qui invite les gens à se connecter. Je ne vais pas trop parler parce que ce soir, nous avons donc écouté en long et en large M. Achou qui a abordé les questions sur l'auto-évaluation de la santé avec sa définition bien évidemment et l'importance donc de pouvoir s'écouter soi-même, d'écouter son corps. Tout porte à croire que l'évaluation de la dimension physique de notre santé semble être facile parce que quand on a mal au ventre, on le dit clairement, on a mal aux pieds, on le dit, à la tête, on le dit. Mais ce qui se passe au niveau psychologique et émotionnel, ça reste des aspects qui ne sont pas tout de suite perceptibles et accessibles. Il faut que l'individu soit assez open mind, assez ouvert d'esprit pour pouvoir s'écouter dans cette dimension psychologique, peut-être même métaphysique, qui n'a pas été abordée aujourd'hui parce que, comme le disait M. Achou, nous ne sommes pas des pasteurs, mais ce sont des choses qui se passent au niveau mental et même au niveau métaphysique ou spirituel, donc dans nos communautés, dans nos maisons. Et si nous ne sommes pas attentifs et si nous ne nous écoutons pas et que nous n'arrivons pas à identifier que nous avons ce problème et que nous avons besoin d'assistance, de soutien, alors nous restons seuls dans cette situation. Nous essayons de gérer comme de grands garçons, de grandes dames et ces situations finissent par avoir raison de nous. Donc, nous vous interpellons aujourd'hui à ne pas rester dans votre coin lorsque vous rencontrez des problèmes. Les chagrins d'amour peuvent aussi conduire au suicide comme d'autres difficultés. Partagez si vous avez des problèmes d'amour. Dites à tout le monde que ma fille ou plutôt ma copine m'a trompé, des trucs comme ça. C'est pas grave. Il faut extérioriser ce que vous vivez. Ça peut aussi se faire du côté de la femme, que mon gars là, c'est un toqué, il m'a trompé. Il faut le dire, il faut l'extérioriser. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Donc, excusez le thème, c'est juste pour rigoler. Voilà, on en a parlé. On a parlé donc du stress, on a parlé de l'anxiété, la distinction entre les deux, où on a dit le stress, donc c'est une réaction aiguë et ponctuelle, alors que l'anxiété, c'est une situation qui s'installe sur de longues durées et qui se manifeste donc par une inquiétude permanente. On a parlé donc de la dépression, qui est donc la troisième cause de décès aujourd'hui dans le monde et de suicide aussi. La première cause de suicide autant pour moi, mais la troisième cause de décès dans le monde. Donc, c'est très important que nous fassions attention par rapport à ces éléments. Le prochain rendez-vous nous permettra donc de pouvoir aller au fond sur, après avoir identifié et examiné ces dimensions, comment on fait pour établir un plan de santé. C'est sur ça que nous travaillerons la prochaine session. Monsieur Achou, je ne sais pas si j'ai bien fait le résumé, mais je m'en arrête là et te donne la parole pour clôturer la session, ou si tu n'as plus rien à dire, alors je vais lever la session. Il faut activer le micro. Ok. Un sincère merci à tous les participants. Merci pour leur réactivité et l'interaction qui a permis d'animer cette belle émission. Ouais. Et s'il y a d'éventuelles questions,
Et nous restons disponibles, nos contacts sont disponibles. Oui. Et nous sommes là pour servir la nation. La santé de la population, c'est notre priorité. Merci beaucoup et bonsoir chez vous. Merci, monsieur Adjoub. Merci à toutes et à tous et bonne soirée, bonne nuit à vous. Bye bye. Bye bye.